C'est l'heure du second débat de ce Sens Public. C'est un zoom sur le pouvoir d'Emmanuel Macron que l'on vous propose, ou plutôt ce qu'il reste du pouvoir du chef de l'État. Il s'est réduit en peau de chagrin depuis la nomination de Michel Barnier à Matignon. C'est un président isolé à l'Élysée que nous décrit Samia Dechir. Il était le président jupitérien, le maître des horloges omniprésent qui pesait sur toutes les décisions. Depuis la dissolution, Emmanuel Macron a perdu la main. Pour les observateurs de la vie politique, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a plusieurs signes qui montrent que le pouvoir s'est déplacé. Il a traversé la Seine de l'Élysée vers Matignon. Et d'ailleurs, ça a été acté très vite. Le jour de la nomination de Michel Barnier à l'Élysée, il décide d'arrêter d'envoyer des conseillers dans les réunions interministérielles. Ce sont ces réunions de cabinet où se rendent les grands arbitrages sur les textes à venir. Désormais, c'est uniquement Matignon qui aura la main sur ces réunions. Un dernier exemple, le Conseil des ministres. Avant, Emmanuel Macron parlait beaucoup plus au Conseil des ministres, puisqu'il était l'animateur en chef, le chef des troupes qui était là. Désormais, la plupart des ministres, il ne les a pas choisis, et il se contente de distribuer la parole au Conseil des ministres en s'abstenant de prendre des décisions, de donner des directives. Ça n'est plus son rôle, il ne peut plus le faire. On le dit isolé, coupé de ses troupes qui n'ont toujours pas digéré la dissolution. Une dissolution qu'Emmanuel Macron paie cher, enfermé dans une forme de cohabitation qui l'éloigne des grandes décisions sur la vie politique intérieure. Des affaires intérieures, plus rien ne remonte à l'Élysée. Moi, on me dit, Emmanuel Macron, il découvre les projets de loi, enfin le projet de budget, il l'a découvert en lisant les journaux. Donc c'est quand même une rupture, enfin c'est quand même un changement très profond. Après, il y a des choses plus anecdotiques. Par exemple, Emmanuel Macron arrive quasiment à l'heure aux manifestations publiques. J'étais samedi à Strasbourg, il est arrivé, il avait à peine 10 minutes de retard. Je l'ai vu à l'Institut de France où il a reçu le dictionnaire de l'Académie française. Il est arrivé pile à la minute près à l'heure, ce qui n'était depuis 2017 jamais vu. Donc on a l'impression plutôt de quelqu'un qui a du temps, voire qui s'ennuie un petit peu. Privé d'une partie de ses pouvoirs, le président se replie désormais sur la politique internationale, considérée comme le domaine réservé du chef de l'État, et mise aussi sur les symboles d'unité nationale, comme la réouverture de Notre-Dame dont il veut faire un temps fort de son deuxième mandat. Un repli qui n'empêche pas sa cote de popularité de continuer à chuter, à 24% seulement d'opinion favorable. Emmanuel Macron, un président en peau de chagrin, voilà le titre de notre débat avec Elisabeth Martichoux. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Heureux de vous accueillir ici, une maison que vous connaissez bien, éditorialiste à TF1 et LCI, auteur de L'art de perdre en politique de Giscard à Macron, les politiques face à l'échec, c'est publié aux éditions Stock. Jean Garrigue, bonsoir. Historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées, auteur de Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble aux éditions Payot Histoire. Nathalie Moret, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Reporter politique au groupe EBRA, et évidemment Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. À quel point, Elisabeth Martichoux, Emmanuel Macron est-il isolé à l'Élysée aujourd'hui ? Très très grand point, si je puis dire. Un point qui occupe tout l'espace, quoi, presque. Enfin, il est isolé. Il a surtout perdu son pouvoir. Ouais. Il n'a plus de pouvoir. Je dirais qu'au mieux, il n'a pas de pouvoir. Au pire, il a un pouvoir de nuisance. On sait que tous les présidents de la République ont un pouvoir de nuisance à l'égard de leur Premier ministre en temps normal. Ouais. Et en période de cohabitation même douce, et en l'espèce, Emmanuel Macron, d'ailleurs c'est intéressant parce que se joue en ce moment la survie du gouvernement Michel Barnier. Ouais. Et dans quelle mesure Emmanuel Macron, pour retrouver un peu de pouvoir, ne souhaite pas effectivement reprendre la main en ayant la possibilité de nommer une autre équipe. Il retrouverait le pouvoir de nomination du Premier ministre. Parce que là, il peut nommer le président du Conseil constitutionnel dans plusieurs semaines, de plusieurs institutions. Mais évidemment, ce qui lui manque, c'est son influence et son pouvoir politique. Il ne fait plus rien dans ce jeu-là. Jean Garrigue, que reste-t-il du pouvoir d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'en principe, nous ne sommes pas en cohabitation en réalité. Cohabitation, c'est quand vous avez un président et puis un Premier ministre qui a une majorité absolue derrière lui. Or, la majorité de Michel Barnier, elle se compose essentiellement de macronistes. Ce qui veut dire qu'a priori, sur le plan institutionnel, finalement, Emmanuel Macron, il a plus de pouvoir que n'en aurait un président de cohabitation. Or, un président de cohabitation, ça a malgré tout quelques pouvoirs.
pas simplement de nomination, de refuser de signer des ordonnances, etc. etc. Donc, a priori, Emmanuel Macron n'est pas dénué de pouvoir. Et je ne parle même pas de tout ce qui concerne ce qu'on appelle le domaine réservé, les affaires étrangères, la défense, où a priori, y compris en période de cohabitation, et ceux qui l'ont vécu l'ont montré, on peut avoir un certain nombre de pouvoirs. Je pense que le principal handicap d'Emmanuel Macron, c'est son impopularité. Et le rejet c'est une impopularité, je veux dire, qualitative. Par rapport à ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il est un peu plus populaire quantitativement que Nicolas Sarkozy ou François Hollande, même beaucoup plus, mais en revanche, le rejet est tellement fort, et c'est un rejet qui est aussi, comment dirais-je, partagé par les électeurs des deux extrêmes. Et ces deux extrêmes, dans ce jeu politique, ne sont pas disposés à la moindre concession. Donc ça fait beaucoup de difficultés. Oui. Il y a quand même un lieu où le pouvoir présidentiel s'incarne, ou s'incarnait, c'est le Conseil des ministres. Nathalie Moret, ça se passe comment, là, depuis 2 mois et demi ? Là, on entendait Nathalie Segonde nous dire qu'il a découvert la loi, le projet de budget dans la presse, à peu de choses près, quoi. Ça se passe de façon assez particulière parce qu'aujourd'hui, il y a une différence très nette entre ce qui se passe à Matignon, là où le gouvernement gouverne, et à l'Élysée, là où le président préside. Ça a l'air de la palissade, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est seul en son palais. Effectivement, tous les ministres vont à l'Élysée une fois par semaine pour le Conseil des ministres, mais repartent très vite. Et il y a quelque chose qui est très symbolique, c'est que le compte-rendu du Conseil des ministres ne se fait plus à l'Élysée, mais se fait dans un bâtiment qui dépend de Matignon. Donc, clairement, il est seul en son palais et il est seul tout le temps. C'est quelque chose que l'on peut mesurer, y compris ailleurs que l'Élysée. Moi, je suis très marquée chaque fois que je vois des députés macronistes, et y compris des députés macronistes de la première heure, tous ont le même discours, c'est-à-dire, oui, on lui garde effectivement notre amitié, etc., mais aujourd'hui, Macron, c'est fini. C'est-à-dire quand vous avez les plus proches, mais vraiment les proches d'Emmanuel Macron, enfin ceux qui étaient vraiment la garde rapprochée du premier quinquennat et du début de second, qui vous disent Macron c'est fini, on sent qu'effectivement c'est quand même compliqué pour lui. Et puis ce qu'on a appris dans le sujet de Samia Dechir, Mathieu, c'est la ponctualité nouvelle d'Emmanuel Macron. C'était un des attributs de son pouvoir, le fait de pouvoir faire poireauter les gens autant qu'il le souhaitait. Et de les faire poireauter très longtemps, très très longtemps parfois. J'ajouterais qu'il a perdu... et c'est très juste ce que vous dites auprès des députés macronistes, il a perdu son pouvoir parce qu'il a perdu son autorité d'une certaine façon. Il a perdu... les macronistes le prenaient pour un génie. Depuis 7 ans, on disait quand même il est trop fort, ce Macron. Il a été élu en 2017, il a été réélu en 2022, trop fort, vous avez vu ce qu'il a fait, blablabla. Et là, depuis la plantade, si j'ose dire, de la dissolution, il découvre que le génie s'est trompé et s'est suicidé politiquement. Qu'ils en ont pris plein la figure, qu'ils ont plein de collègues députés qui ont été battus et que Macron ne les impressionne plus. D'une certaine façon, il a perdu une forme d'autorité morale sur ses propres troupes et sur son propre camp. Tiens, écoutons justement ce moment où Emmanuel Macron annonce aux Français qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Voilà, et on a basculé ce jour-là. On devait commenter les résultats des élections européennes. On s'en souvient les uns les autres. On avait animé ensemble, très bon souvenir Nathalie, le premier débat des têtes de liste des élections européennes sur notre antenne. Et on bascule. Et on n'a toujours pas compris, Elisabeth Martichoux. C'est toujours ça qui, moi, me fascine. Pourquoi prend-il cette décision qu'il traîne comme un boulet? Et on ne sait pas s'il reconnaît aujourd'hui que c'est une erreur. Oui. Alors qu'il voit. Il n'y a pas eu de mea culpa là-dessus. Non, il n'y en a pas eu. Et selon ses proches, moi je ne l'ai pas rencontré, Emmanuel Macron, récemment, il n'a jamais pris acte du fait que cette dissolution était une erreur. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on raconte dans le livre, c'est que vous parlez de la fascination qu'il exerçait, mais à juste titre, parce qu'il avait effectivement réalisé un tour de force en se faisant élire en 2017, venant de nulle part, et en 2022, dans un contexte inédit sous la Ve République, c'est-à-dire hors cohabitation pour un président de la République. Et depuis 2022, il accumule les erreurs.
ça a été évidemment le fait qu'il ne soit pas occupé des législatives, qu'il n'ait pas pris acte du résultat des législatives de 2022, une majorité relative. Et après, il y a eu les lois, on se souvient, retraite, immigration, et cette dissolution qui est une catastrophe. Et il a perdu son pouvoir. Mais je pense qu'il en a un encore, c'est de se maintenir. Parce que 2 ans et demi, il n'a pas l'intention, on est à mi-second pour mandat. l'instant, il n'a pas l'intention de démissionner. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il espérait, Jean Garrigue, avec 6 mois de recul? Parce qu'on a tous tourné ça dans tous les sens dans nos caboches. Il voulait faire quoi? Imploser les LR et la gauche, donner le pouvoir au RN pour qu'il se grille. Voilà, vous donnez déjà des éléments de réponse majeurs. Je suppose que l'hypothèse, c'était pour avoir discuté avec des gens de son entourage juste avant, ce dont ils étaient persuadés, c'est que de nouvelles élections allaient les renforcer. Ils étaient les seuls à le penser, parce que, très franchement. Mais il y avait cette conviction que, d'abord, que le Rassemblement national ne serait pas aussi haut que prévu lors des élections européennes, et puis que des élections qui suivraient pourraient leur être, non pas favorables, mais en tout cas limiter un peu les dégâts. C'était un peu le pari qu'avait fait Jacques Chirac aussi en 1997, sur la foi des renseignements donnés par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Louis Debré. Et on a vu ce que ça a donné. Donc il y a eu une mauvaise anticipation. Et je crois que l'erreur primordiale, ça a été de penser que la gauche allait se diviser. Et que ça allait permettre justement aux candidats... Ça a marché à droite avec le départ fracassant d'Éric Ciotti, mais Jean-Luc Mélenchon a bien bordé, je dirais, les choses. Enfin, ça a ressoudé la gauche le temps d'une élection, on va dire. Le temps d'une élection, de manière très, très superficielle. Mais en fait, c'est ça qui a été la grande erreur. Parce que si vous regardez un peu ce que le général de Gaulle dit de ces institutions, c'est quand même lui qui les a mises en place. La dissolution, c'est un élément essentiel de la gouvernance sous la Ve République. Procéder à une dissolution, c'est-à-dire à l'appel au peuple, c'est quelque chose qui, je dirais, est légitime pour un président de la République. Le problème, c'est que procéder à une dissolution au soir d'une élection européenne, ça apparaît complètement contre-intuitif. Les gens n'ont pas compris, donc les électeurs n'ont pas compris. C'est une élection ratée. Une élection ratée. Accessoirement d'une élection ratée. Vous évoquiez le rejet d'Emmanuel Macron. Effectivement, ça a été sondé par nos partenaires de Doxa cette semaine. Il est sur le podium des personnalités politiques les plus rejetées. Jean-Luc Mélenchon est en premier, Emmanuel Macron, et ensuite Anne Hidalgo. On va voir ce baromètre réalisé pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale. Nathalie Moret, c'est aussi, on l'a un peu évoqué, mais un aspect important de la fragilité du pouvoir d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que les Français, mais les électeurs, mais aussi les élus, lui en veulent toujours d'avoir provoqué ce chaos politique dans lequel on est encore. C'est fou parce que quand même Emmanuel Macron, il a essayé à plusieurs reprises d'installer un narratif et d'expliquer pourquoi il avait dissous. Je me souviens très bien qu'il a fait une lettre aux Français, qu'il nous avait fait parvenir à nous, presse quotidienne régionale, où il expliquait en clair, 1, redonner la parole aux Français, c'est jamais une erreur. Et 2, je suis garant de la stabilité et je vois bien qu'il y aura une dissolution au moment du budget, donc je prends les devants. C'est terrible parce qu'il a essayé d'installer cette histoire-là, mais à plusieurs reprises, et il n'y est pas parvenu, mais tout simplement parce que je pense que le résultat, c'est justement dans le baromètre que vous venez de montrer, il est tellement impopulaire, mais depuis bien avant les élections européennes, que quoi qu'il fasse, les gens ne comprennent pas et ne l'entendent pas. Donc, a priori, même s'il est... moi, je suis convaincue... Je l'ai vu plusieurs fois depuis la dissolution et il ne déroge pas de cette explication-là. Il dit, encore aujourd'hui, j'ai pris mes responsabilités, j'ai redonné la parole au peuple et je l'ai fait parce que la France a besoin d'un budget et qu'on est dans une situation où il y a les marchés et il faut qu'il y ait un budget. Sauf que ce discours-là n'est pas entendu. Et s'il n'est pas entendu, ce n'est pas parce qu'il n'est pas entendable, c'est parce que c'est lui qui a un refus de sa personnalité qui est extrêmement fort. Et aujourd'hui, je pense que, quoi qu'il dise, il ne peut pas être entendu. C'est presque terrible comme constat, mais j'en suis absolument convaincue. Mathieu, vous posez cette question. Que reste-t-il, que restera-t-il comme héritage politique d'Emmanuel Macron ?
Oui, parce que c'est quand le roi est nu qu'on se demande, au fond, ce qui restera de son règne. Et la question se pose de savoir si, en 2027, Emmanuel Macron partira sans laisser de traces. Alors, je ne parle pas, là, bien sûr, de son bilan politique, qui sera marqué par toute une série de lois, de décisions, de succès, de crises, de coups d'éclat, d'aberrations, on vient en parler, la dissolution. Mais parce qu'il y aura sur ce plan, comme sur les autres, de quoi remplir des livres entiers sur les 2 mandats d'Emmanuel Macron. Je parle ici de sa matrice. Qu'est-ce qui restera du macronisme? Et là, la réponse, elle est quand même beaucoup moins évidente. D'abord parce qu'après 7 ans de présidence, ce terme reste bien difficile à définir. C'est quoi le macronisme? C'est d'abord un volontarisme, c'est du pragmatisme teinté d'opportunisme, diront ses détracteurs. On peut pousser un peu plus loin en disant que c'est un libéralisme matiné de progressisme. C'est aussi une verticalité dans l'exercice du pouvoir avec un savant mélange de tradition et de disruption. Mais tout cela, ça définit un style, ça définit une pratique, ça définit pas une doctrine. Parce que le macronisme, 7 ans après, reste une religion sans catéchisme dont personne ne connaît le dogme, à part Emmanuel Macron. Vous pouvez demander à la macroniste ce qu'il pense, c'est toujours comme le pense le président. Depuis 2017, son mouvement politique n'a accouché d'aucun texte fondateur, d'aucun livre, au point qu'on peut légitimement se demander si le macronisme n'aura pas été une parenthèse, ou autrement dit, si le macronisme peut survivre sans Emmanuel Macron. Mais il y a quand même un parti politique. Oui et non, car son mouvement lancé en 2016 a beau avoir déjà changé 3 fois de nom, il n'a toujours pas réussi à être autre chose. Voilà, ça n'a toujours pas réussi à être autre chose qu'une coquille vide, une étiquette au service du président. Et alors là encore, personne n'est capable de se souvenir d'un congrès fondateur, ni d'un texte de référence, ni d'une idée qui serait sortie d'états généraux du parti. Et ce parti, il compte même pas, comme on disait autrefois, vous savez, d'intellectuels organiques, c'est-à-dire des agitateurs capables d'élaborer une doctrine. Parce que la doctrine, on en parlait, elle est inexistante. Le parti, il n'a pas d'implantation locale ou presque, il a perdu tous les scrutins intermédiaires, les municipales, les régionales, les départementales. Il est même devenu aujourd'hui un parti, j'allais dire, sans militants. De 380 000 marcheurs en 2017, il n'en resterait plus aujourd'hui, selon les estimations les plus optimistes, que 8 500 à jour de cotisation. C'est dire, ce qui interroge, là encore, sur la survie d'un mouvement qui doit tout à son président. Qu'est-ce qui se passera quand ce dernier aura quitté la scène? Et le macronisme survivra-t-il à travers ceux qui s'en revendiquent? Se dira-t-on macroniste, comme certains se disent encore aujourd'hui, gaullistes, chiraciens, sarkozystes, mitterrandistes? Pas certains, car ceux-là ont su chacun à leur façon être des chefs de bande. Il y a des gens qui étaient prêts à mourir pour Jacques Chirac, après à mourir pour Sarkozy, à mourir pour François Mitterrand. Je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui prêts à mourir pour Emmanuel Macron. Ils étaient venus d'horizons différents, ils n'ont jamais connu la camaraderie militante, les tranchées électorales, si j'ose dire. Ils étaient rassemblés sous la bannière du dépassement, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais oublié ni leurs réflexes, ni leur couleur d'origine. Du coup, chacun reprendra peut-être ses billes à la fin du quinquennat, comme dans un sorte de mariage de circonstances. Et si vous ajoutez à ça qu'Emmanuel Macron n'a jamais supporté qu'émerge auprès de lui une personnalité qui puisse se revendiquer de son action au risque de lui faire de l'ombre, cela vous donne un roi nu et sans dauphin. Donc c'est quand vous n'avez pas de doctrine, pas de parti et pas d'héritier, c'est pas évident d'organiser la succession. Ouais, et Elisabeth Martichoux, est-ce que c'était pas, d'une certaine façon, ce que j'entends de la démonstration de Mathieu, écrit dès le début? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans ce en même temps, il y a une doctrine un peu molle, un peu inatteignable ou inexistante. Oui, je crois que c'est lié aussi à son irruption, à la nature même de son irruption. C'est un homme qui aime présider, qui aime gouverner, mais qui n'aime pas, par exemple, structurer un parti. Il n'a jamais pu le faire parce que ça ne l'intéresse pas. Oui. De la même façon qu'en 2022, ça n'a pas intéressé les élections législatives. On a parlé de verticalité, mais oui, c'est un homme qui aime gouverner. On a parfois fait l'analogie avec un chef d'entreprise, mais ça vient aussi de là où il vient. Quand un homme, et au Sénat, je me rappelle de Gérard Larcher qui l'a dit très tôt, par exemple, quand un homme a aussi peu d'histoire, de relations avec les Français et avec l'élection. Oui, il n'a pas été élu local, etc. Non, il n'a jamais tenté, il n'a jamais perdu, puisqu'on parle de la défaite dans le livre. Il ne s'est jamais frotté à l'opposition, par exemple, à ce que peut être l'opposition. On n'est pas obligé d'avoir des parcours comme Mitterrand et Chirac pendant des décennies, des présidentielles perdues pour enfin arriver à l'Élysée. Mais lui, il était vierge. Et je pense que ça lui manque fondamentalement cette culture politique locale et la culture politique de l'opposition. Peut-être que s'il l'avait eu, il aurait davantage su rassembler
effectivement fédérer pour finalement être à la tête d'un corpus et de troupes. Parce que quand même, Jean Garrigue, on peut même dire que Macron a perdu la main sur les macronistes. Parce que vous disiez tout à l'heure, dans l'équilibre institutionnel, on n'est pas dans une cohabitation, sauf que les macronistes... Non, ils lui en veulent terriblement. Oui. J'ai participé à l'écriture d'un documentaire qui va être diffusé le 12 décembre sur France Télévisions, sur France 2. Vous avez le droit de faire de la publicité pour des concurrents, il n'y a pas de problème. C'est des partenaires. Mais oui, il n'y a aucun souci, ce sont des partenaires. Et nous avons interviewé avec Michel Cotta et Patrice Duhamel une vingtaine des plus hauts responsables politiques, y compris des macronistes, et ils ont la dent quand même très dure sur la manière dont on les a soi-disant consultés. En fait, on les a juste informés. Ça veut dire... C'est même à la limite de la constitutionnalité pour ce qui concerne le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. Exactement, ils le disent dans ce documentaire. Non, c'est un bonapartiste dans le corps d'un technocrate, ou l'inverse, un technocrate avec une sorte d'idéologie bonapartiste, de la verticalité, effectivement, qui ne s'intéresse pas... D'abord, qu'il n'y a pas cette expérience politique, qui est essentielle, qu'ont eu tous ses prédécesseurs, en réalité, d'une manière ou d'une autre. Tous ses prédécesseurs ont eu une longue expérience des partis, une longue expérience de l'élection avant d'arriver à l'Élysée. Et ça, c'est quelque chose dont on voit bien aujourd'hui l'absence et la fragilité, effectivement, l'incapacité à construire véritablement un parti politique. Alors, sur la question du dauphin, ça, on peut dire que ses prédécesseurs n'ont pas toujours souhaité aussi avoir des successeurs. Le général de Gaulle n'a pas tellement apprécié que Georges Pompidou... Chirac-Juppé, il y avait Mitterrand-Fabius... Voilà, oui, mais sauf que Fabius n'est pas arrivé... Ils n'ont pas forcément gagné. Mais bon, ça, on peut lui reconnaître d'être un peu dans une vraie filiation. Mais sur le côté de ce manque d'excellence... Et je répète, fondamentalement, c'est un bonapartiste. C'est-à-dire que c'est les objectifs priment, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, mais on n'écoute pas la voix du peuple. Et c'est ça le problème. Et alors, on parlait de ce moment où il décide de la dissolution, où il en informe, enfin, il ne consulte pas, contrairement à ce que la consultation prévoit, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Et si on parle de Gabriel Attal, qui est à l'époque Premier ministre, il lui cache même l'existence de cette décision jusqu'au tout dernier moment, un Gabriel Attal qui, le 5 septembre, le jour de la passation de pouvoir avec Michel Barnier, ne cache pas sa frustration. Écoutez. 8 mois, c'est court. C'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Mais il y a aussi le sentiment du devoir accompli dans le temps qui m'a été imparti. Et puisqu'on parle de ceux qui pourraient se réclamer du macronisme, il y a évidemment l'autre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui dirige un autre parti censé soutenir Emmanuel Macron. Et alors lui, il se déclare officiellement candidat à la présidentielle un peu avant la nomination de Michel Barnier. On est le 3 septembre avec cet entretien qui est donné au Point. Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle. Alors ça faisait longtemps, Nathalie Moret, qu'Édouard Philippe ne demandait plus à Emmanuel Macron l'autorisation pour aucune décision ou déclaration publique. Mais puisqu'on mesure l'affaiblissement du pouvoir d'Emmanuel Macron, ça s'évalue aussi à ça, quoi. C'est-à-dire l'influence qu'il a sur ses anciens premiers ministres ou ses anciens fidèles, quoi. Édouard Philippe, il disait qu'il était loyal et libre. Depuis la dissolution, il est de moins en moins loyal et de plus en plus libre. Oui. Gabriel Attal, c'est la même chose. Je pense qu'on ne mesure pas, peut-être pas, mais l'immense choc que ça a été dans la Macronie, cette dissolution. Gabriel Attal... et d'autres d'ailleurs, moi je pense qu'ils s'en sont toujours pas remis. Imaginez, ils ont fait une campagne présidentielle, ils ont passé 2 ans, enfin 1 an et demi très, très difficile avec une majorité relative, etc. Ils ont tous vraiment mouillé le maillot pour essayer de donner à ce deuxième quinquennat un récit qui n'en avait pas. Et ils apprennent quasiment en même temps que les Français. Oui, avec une période, pardon de vous interrompre, mais avec une période très rude qui a été toute la période de la réforme des retraites, qui leur a demandé quand même une forme de solidarité publique, en tout cas importante, quoi. Et la réforme de l'immigration. Oui. Et tout ça s'explique, vous avez totalement raison, parce qu'il n'a jamais perdu. Emmanuel Macron, il a fait 2 campagnes présidentielles, mais les campagnes présidentielles, ce ne sont pas des campagnes ordinaires. Vous avez un homme qui va certes à la rencontre des Français, mais
avec un aéropage de journalistes. C'est pas une campagne ordinaire. Une campagne ordinaire. On n'est pas sur les marchés. C'est sur les marchés. C'est à 7h du matin en train de donner des tracts à la sortie du métro. C'est s'en prendre plein la figure et c'est d'être au contact avec la vraie vie des gens. Ça, Emmanuel Macron, il l'a pas eu. S'il avait eu ça, jamais il aurait dit lors de son premier quinquennat c'est facile de trouver un travail, il suffit de traverser la rue, et jamais il n'aurait dissous l'Assemblée nationale. Alors on va y revenir sur les petites phrases d'Emmanuel Macron, mais on est en période... Alors pas de cohabitation officiellement, Emmanuel Macron il parle de coexistence exigeante. Je vous propose d'écouter une réaction sur ce thème-là. On est 3 semaines après la nomination de Michel Barnier à Matignon, après, je vous le rappelle, les Jeux Olympiques, des mois d'hésitation, d'atermoiement présidentiel. Et donc, écoutons le sénateur, enfin le président des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, qui se pose 3 semaines après l'arrivée de Michel Barnier, qui manipule qui dans le duo exécutif? Qui est la marionnette et qui est le marionnettiste? Moi, depuis bien longtemps, je dis que c'est Emmanuel Macron qui enfume tout le monde. Il a un talent, je crois qu'il faut le dire, parce qu'il est de plus en plus isolé, mais il continue à résister. Est-ce que, Elisabeth Martineau, vous parlez de coexistence exigeante ou clairement de cohabitation, maintenant, avec un peu plus de recul? Entre Michel Barnier et Emmanuel Macron, moi je parlais de cohabitation douce. Je pense que ce qui a été rapporté par Marion Mourgue dans Le Parisien, le fait qu'Emmanuel Macron... disait c'est foutu, Michel Barnier passera pas le Noël, en gros. Pardon pour la familiarité. Je pense que c'est vrai. Et effectivement, donc cohabitation, il rapporte peu, je pense, à Emmanuel Macron. Michel Barnier, il est très courtois, mais je suis à peu près convaincue qu'il n'en pense pas moins. Et Emmanuel Macron ne l'aide pas tellement. Est-ce qu'il a appelé les députés macronistes désemparés par le budget pour aider à ce que les critiques se fassent un peu plus, un peu plus douces? Je ne crois pas du tout. Non, Emmanuel Macron, il est perdu. Alors, vous avez cité l'une et l'autre un certain nombre de petites phrases d'Emmanuel Macron. On en parle tout de suite avec Fanny Veil, ce que certains assimilent à des dérapages verbaux. Rebonsoir Fanny. Rebonsoir. Donc, retour des petites phrases d'Emmanuel Macron. Et oui, derniers exemples en date avant-hier. D'après nos confrères du Parisien, Emmanuel Macron aurait glissé cette petite phrase sur la possibilité d'une censure du gouvernement Barnier lors du vote du budget. Le gouvernement va tomber, aurait-il dit. Il estime, d'après le Parisien, que c'est Marine Le Pen qui va censurer le gouvernement. Et il dit plutôt qu'on ne le pense. Des propos qu'aujourd'hui l'Élysée dément. Quelques jours plus tôt, en marge du G20 à Rio, au Brésil, Emmanuel Macron se fait remarquer pour cette autre phrase. Il s'adresse à un homme haïtien qui, selon l'entourage du président, l'accuse d'être responsable de la situation politique à Haïti. Et regardez ce qu'il répond. C'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Je l'ai défendu, ils l'ont viré. Ils sont complètement cons. Emmanuel Macron fait référence au limogeage le 10 novembre dernier par le Conseil présidentiel de transition haïtien du Premier ministre, nommé 5 mois plus tôt. Des propos très mal pris par Haïti. L'ambassadeur français à Port-au-Prince a d'ailleurs été convoqué. Bon, c'est loin d'être une première pour Emmanuel Macron. On va remonter un peu le temps. On se souvient d'un certain nombre de petites phrases qui lui ont valu des polémiques. Et oui, je vous ramène quelques années en arrière. Juin 2017, Emmanuel Macron inaugure, souvenez-vous, la Station F à Paris, le plus grand incubateur de start-up du monde, en tout cas à l'époque. Et souvenez-vous de ce qu'il dit. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Voilà, les gens qui ne sont rien. Souvenez-vous, à l'époque, Emmanuel Macron est taxé de mépris. Il suscite une vague d'indignation. Quelques mois plus tard, août 2018, il récidive. Cette fois, il est en déplacement au Danemark et il compare les peuples français et danois, souvenez-vous. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que.
Voilà, une phrase vécue, souvenez-vous, comme une insulte en France où une polémique se déclenche dans la foulée. Emmanuel Macron doit s'expliquer. Il se défend en expliquant qu'il faisait un trait d'humour. C'est le terme qu'il utilise. Dernier exemple, en septembre 2018, lors des Journées du patrimoine. Cette fois, ça se passe dans le jardin de l'Élysée où Emmanuel Macron discute avec un jeune horticulteur qui lui explique qu'il ne trouve pas de travail. Et voici la réponse que lui fait le président. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Sous-entendu donc du travail. Emmanuel Macron, là encore, est très critiqué. Il est notamment accusé d'être déconnecté du quotidien des Français qui sont au chômage. Merci beaucoup. Fanny, un président ne devrait pas dire ça. Ça nous rappelle à tous une lecture, Nathalie Moret. On aurait pu rallonger la liste. Ça s'était un peu calmé. Comment vous analysez, soyons un peu plus politiques, parce qu'Elisabeth Martichoux a commencé à le faire, la dernière sortie à l'occasion de la remise de médaille d'Elisabeth Borne, commandeur de la Légion d'honneur. Il discute, je crois, avec des députés de son camp. Et donc, il y a cette phrase qu'on a revue, le gouvernement va tomber, et plutôt qu'on ne le pense. C'est pas, il sait très bien ce qui se passe. Il sait qu'il y a plusieurs personnes autour de lui, que ça risque d'être repris quand même. C'est une réunion qui a lieu à l'Élysée en tout petit comité. Oui. Il y avait très peu de personnes. Bon. Et il le dit parce qu'il est effectivement dans un cadre, en tous les cas, privé, quasiment. Donc il pense que ça sortira pas. Je pense que c'est surtout l'illustration de son isolement et plusieurs personnes, puisque le Parisien a recoupé ces informations. Oui, et moi aussi, je connais des gens qui ont eu ces informations-là. C'est l'illustration de l'isolement du président. Aujourd'hui, il n'a plus d'alliés, il ne peut plus compter sur personne. Et les gens se sentent autorisés à répéter ce que le président dit en privé, ce qui n'était pas le cas des très très proches au début même du second quinquennat. Et là, on voit, et ça signe en tous les cas, l'immense ressentiment que la Macronie a vis-à-vis du président. Ils ne lui ont pas pardonné d'avoir dissous l'Assemblée, et c'est aussi valable pour ses très proches. Oui. Est-ce que ça veut dire, Jean Garrigue, puisque Elisabeth Martichoux l'évoquait tout à l'heure, que Emmanuel Macron, j'allais pas dire à intérêt, mais on peut espérer qu'il pense aussi à l'image de la France, à la situation sur les marchés financiers, et ne souhaite pas que le gouvernement tombe et qu'on n'ait pas de budget dans un mois. Mais bref, il retrouverait du pouvoir. C'est une réalité. Il retrouverait le pouvoir de nomination du Premier ministre. C'est une réalité. Il redeviendrait le maître des horloges, ce qu'il a semblé être avant la dissolution. N'a-t-il pas plutôt intérêt, par rapport à la longévité de son règne et la fin de son quinquennat, parce que moi je pense que ce n'est pas dans son tempérament de démissionner, contrairement à ce que beaucoup pensent. Peut-être que je me trompe, mais n'aurait-il pas intérêt plutôt justement à prendre un peu de recul par rapport à la vie politique nationale ? Je répète, son intérêt politique et son intérêt par rapport, y compris à la postérité, puisque tout président de la République, au moment de s'en aller, pense à la postérité, ce serait de redevenir un président du domaine réservé, un président qui prend de la hauteur et qui revient en fait, on s'interrogeait tout à l'heure pour savoir ce qu'était le fil conducteur ou au fond, si on revient à l'essence même de ce qu'était Emmanuel Macron, au-delà de ce qu'on a appelé à un moment le progressisme, Ismaël Emelien, ça n'a pas du tout fonctionné. Je pense que c'était l'Europe, son fil conducteur. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt aujourd'hui à revenir sur ce terrain-là, sur ce terrain de la restauration de la puissance européenne, je sais pas, du protectionnisme européen, du réarmement européen, sur ce terrain, Michel Barnier est présent lui aussi, fort de son expérience bruxelloise. On est bien d'accord. Oui. Et en plus, ça c'est quelque chose qui pourrait fonctionner précisément si les Français lui apportaient une forme de légitimité, c'est-à-dire qu'il pèse quelque chose aux yeux de ses partenaires européens. Et pour l'instant, c'est plus du tout le cas. Ça l'a fragilisé. Il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on se projette sur une date très proche, 7 décembre, réouverture de Notre-Dame de Paris, Elisabeth Martichoux. On peut parler des images qui peuvent marquer l'histoire. Dans la tête d'Emmanuel Macron, il va vouloir marquer l'histoire ce jour-là, et en faire un événement marquant de son second quinquennat. Tout à fait. Mais déjà, ce vendredi, 29 novembre, il va présider des visites patrimoniales. Avant de rendre les clés de Notre-Dame à l'archevêché, où là, effectivement, il faudra respecter la prééminence
de l'Église. Mais bien sûr, pour lui, c'est très important. Il a dit 5 ans, le chantier a tenu les dates grâce au feu général Georges Lain, qui je crois était quand même assez remarquable dans la façon de conduire l'affaire, très compliquée. Mais c'est vrai que nos confrères de l'Express ont raconté la bataille de Notre-Dame. Il y a beaucoup de coulisses autour de ce qui se joue. Mais Emmanuel Macron, il veut en faire. Je ne sais pas si ce sera mis au bilan d'Emmanuel Macron et du macronisme. Quand même, mais il aimerait. Il a joué un rôle. On ne va pas le surestimer et non plus le minimiser, mais il a joué un rôle. Il a joué un rôle, évidemment. Je ne sais pas si l'imaginaire collectif ou l'histoire populaire retiendra cela. Mais il veut en faire un événement marquant avec le monde entier qui sera à Notre-Dame, une grosse partie quand même du monde entier, peut-être couronné, des grands présidents, seront là pour l'ouverture, la réouverture de ce chantier qui restaure une église, c'est vrai, à laquelle le monde entier était attaché. Et c'est à la fois un baptême de la nouvelle Notre-Dame et un enterrement du pouvoir d'Emmanuel Macron. Parce que précisément, l'exemple de Notre-Dame, c'était la parole performative. Je dis et ça se fait. C'était ça que j'appelais tout à l'heure le volontarisme d'Emmanuel Macron. Il y avait l'idée que si le président le voulait, c'était fait. Et Notre-Dame en est l'illustration. C'est vrai que ça marche. Et aujourd'hui, il n'a plus cette parole-là. Et cette parole, elle s'est usée dans le temps, parce qu'il perd son pouvoir depuis la dissolution, mais regardez avant. Il tente son Conseil national de la refondation pour essayer de reprendre la main et le pouvoir. Personne n'en veut. Il fait les rencontres de Saint-Denis pour essayer d'imposer de nouveau son autorité face aux partis d'opposition. Personne n'en veut. Donc c'est l'histoire d'une déliquescence depuis les législatives de 2022, avec un président qui n'a pas su composer, et qui n'a pas su trouver la martingale et qui a dissous dans un geste peut-être d'énervement ou d'agacement. Enfin, tout le monde a décrit à la fois un mauvais pari, un mauvais calcul, mais qui se retrouve au final... il a plus cette parole présidentielle qui fait force de loi. Il voulait parler à l'intérieur de la cathédrale, il va le faire finalement sur le parvis. Pourquoi a-t-il dû changer d'avis, Nathalie Moret ? Ça, j'avoue que je ne sais pas pourquoi il a changé d'avis. C'est sans doute des questions techniques, mais en tous les cas, il va aller, et ça c'est le plus important, il va déambuler... c'est l'Église. L'Église ne voulait pas, je crois. Il ne souhaitait pas. Et puis après... Il a été tenté en termes de laïcité, ça peut poser mais... question aussi que le président de la République soit à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame. Imaginez l'image, rien que l'image du président devant Notre-Dame en train de saluer tous les corps de métier. Je veux dire, rien que l'image comme ça, elle s'impose. L'Élysée a dit on va montrer tout l'éclat de Notre-Dame. C'est ce qu'il laisse entendre sur la cérémonie de vendredi et de rue. Mais honnêtement, c'est l'éclat d'Emmanuel Macron qui veulent aussi restaurer. Je veux dire, l'analogie est quand même assez claire, j'imagine, dans leur esprit. Oui, c'est d'autant plus spectaculaire, j'allais dire, que Emmanuel Macron, c'est un président qui est quasiment obsédé par l'histoire. Il l'a montré à travers une série de commémorations, de panthéonisation aussi, la dernière d'un historien précisément, Marc Bloch. Et là, en faisant ressurgir cette image à Notre-Dame, on ne peut pas ne pas évoquer ce qui s'est passé à la Libération, le général de Gaulle qui va faire son Te Deum à Notre-Dame au terme de la descente des Champs-Élysées, fameuse au mois d'août 1944. Qui est suivi des rafales d'ailleurs exactement, alors que les autres se baissent en ayant peur, le général de Gaulle reste debout. Enfin, il y a toute une légende autour de ce rapport entre l'homme providentiel que s'est voulu Emmanuel Macron et qu'était le général de Gaulle, et puis sa rencontre avec Notre-Dame, lieu emblématique de notre histoire républicaine, mais pas simplement républicaine, bien antérieure. Donc il y a vraiment là un effet d'image, quelque chose de très très fort, mais ces effets d'image-là, on connaît leur force, mais on connaît leurs limites aussi. C'est-à-dire que ça dure quelques heures, et c'est pas ça qui va imprégner véritablement les Français. Il reste 2 ans et demi de mandat, Elisabeth Martichoux. Est-ce que Emmanuel Macron peut inverser cette tendance ? On est tous très quand même négatifs dans l'évaluation là, de ce second mandat. Voilà, vous nous dites, il ne va pas démissionner, ce n'est pas dans sa nature, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour... Il ne veut pas démissionner. Après, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais on raconte une anecdote d'un de ses proches qui nous dit, vous savez, Emmanuel Macron, c'est le gars qui est au bord d'une falaise et qui dit à son voisin, vas-y, tu peux y aller, toi tu vas mourir, moi je vais m'en sortir. Il croit toujours qu'il va s'en sortir. Toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'il gagne dans les conditions dans lesquelles il gagne et qu'il fait la dissolution. Ce n'est pas ça qui explique. Mais au fond de son cerveau, il y a un sentiment de surpuissance
tous les présidents ont un sentiment de supériorité. Hein. C'est un complexe de supériorité, sinon ils n'arriveraient pas à être président. Mais là, c'est bien au-delà. Et donc, oui, il croit qu'il y a une petite lumière sur l'autoroute qui va lui permettre de restaurer ce lien avec les Français, dont lui-même n'a pas mesuré la dégradation. Il n'a pas compris. Il pense qu'un petit bain de foule, c'est gagné. Oui, les Français l'aiment. Il n'a pas compris à quel point il était mal aimé par les Français. Il espère restaurer ça, effectivement, d'ici à 2 ans. Peut-être que Notre-Dame lui paraît être déjà une première étape. Oui. Qu'est-ce qui pourrait, dans l'enchaînement électoral institutionnel, redonner du pouvoir à Emmanuel Macron? Ça me paraît très, très compliqué parce que de toute façon, s'il revient dans le camp du centre, socle commun, s'il revient d'un certain nombre de victoires, un regain au municipal ou ensuite après une éventuelle dissolution, ils ne seront pas crédités à Emmanuel Macron, puisqu'on l'a bien vu. Il y a une vraie rupture entre lui-même et ses troupes. Il y a un cas de figure dont vous ne parlez pas, c'est une dissolution, une victoire du Rassemblement national et Emmanuel Macron qui serait un peu le garant de l'histoire républicaine, de la démocratie, de l'Europe, etc. Ça peut faire partie, on disait... Certains pensaient d'ailleurs que c'était une des raisons de la dissolution, d'amener le Rassemblement national au pouvoir sans préjuger qu'il y aurait ce front républicain qui s'est constitué. Donc ça peut être effectivement une manière de retrouver un rôle, un peu comme François Mitterrand l'avait joué face à Jacques Chirac entre 1986 et 1988, quand il fait sa campagne pour la réélection. Il l'a fait au nom de... Alors, ce ne sera pas le cas pour Emmanuel Macron, mais il fait sa campagne au nom de l'ordre. C'est la génération Mitterrand, c'est Tonton, face aux bandes qui veulent s'approprier la République. Est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, un Emmanuel Macron comme incarnation du Front républicain en tant que président opposé à Marine Le Pen? Bon, mais ça, c'est quand même, ça reste très, très hypothétique. La victoire de Marine Le Pen, elle n'est pas inscrite dans le marbre. Bien sûr. La dissolution et la démission, pareil. Donc, il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui peut jouer en faveur d'Emmanuel Macron, si ce n'est la possibilité de terminer peut-être avec quelques coups d'éclat à l'échelle internationale. Ouais. Nathalie Moret, il nous reste quelques 30 secondes pour conclure. Il reste 2 ans et demi de mandat, je l'ai dit, mais il y a comme un air de fin de règne. Non seulement il y a un air de fin de règne, mais en plus, tous ces lieutenants, les gens qui sont proches de lui, les gens qui ont été sa base et ses proches n'y croient plus. Donc à partir du moment où même eux n'y croient plus et n'arrivent pas à se dire qu'il va se passer quelque chose de positif pour lui, ça reste quand même très, très, très difficile, sachant que même s'il y avait une dissolution dans quelques mois, qui vous dit qu'il n'y aurait pas à peu près le même résultat? Moi, je ne sens pas des mouvements dans la population qui pourraient inverser la tendance. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce débat. Nathalie Moret, on vous lit évidemment dans les journaux de la presse quotidienne régionale du groupe EBRA. Elisabeth Martichoux, votre livre, c'est L'art de perdre en politique. Je pense que tous les hommes politiques et les femmes politiques doivent le lire, parce que c'est quand même un puits de bonnes idées et de mauvaises pratiques, on va dire ça comme ça. C'est chez Stock. Jean Garrigue, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. Publié aux éditions Payot Histoire. Voilà, vous savez que vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr, sur notre plateforme ou alors en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Notez enfin que François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer, sera l'invité d'Oriane Mancini dans la matinale demain, 8h du matin. Belle soirée.